Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à vous toutes et tous d'affronter ces fortes chaleurs pour participer à cette table ronde. On espère qu'on ne va pas vous décevoir. Merci en tout cas à vous d'être là dans cette session consacrée à ce thème important, chaîne de valeur, fragmentation et recomposition. Je suis Emmanuel Dutheil, je suis le directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. On va bien évidemment s'intéresser à ce monde en recomposition, tensions géopolitiques, crise sanitaire, transition écologique. On verra si on a le temps de parler un petit peu d'IA, mais les chaînes de valeur se retrouvent au cœur de bouleversements profonds. Je vais laisser la parole à notre modératrice du cercle, Céline Gimet. Bonjour Céline, elle va nous faire une introduction comme le veut la tradition de ces rencontres économiques. Et puis je vous présenterai après les intervenants avec qui on a la chance de pouvoir échanger aujourd'hui. Céline, c'est à vous. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Donc bonjour. Nous allons donc parler des chaînes de valeur mondiale. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur mondiale? Eh bien, c'est la fragmentation des processus de production des firmes dans différents pays du monde, en vue soit de réduire leurs coûts de production à travers la recherche d'avantages comparatifs, soit de conquérir de nouveaux marchés. C'est ce qu'on qualifie en général de délocalisation. Alors ces chaînes de valeur mondiale, elles se sont développées de manière exponentielle avec la globalisation, avec l'ouverture aux échanges des biens, des services, des capitaux, des connaissances, des technologies. Mais les crises récentes, la crise financière de 2008, la crise sanitaire et la montée des tensions géopolitiques et du protectionnisme, notamment aux États-Unis, montrent aujourd'hui leur vulnérabilité et on s'aperçoit qu'on est face à un processus de recomposition de ces chaînes de valeur mondiale. Alors on va d'abord s'intéresser aux causes fondamentales de ces changements. Alors tout d'abord, on a des grands pays émergents comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, qui étaient auparavant des ateliers du monde et qui développent aujourd'hui leur propre réseau. En outre, on assiste à une fragmentation géopolitique à l'échelle internationale qui fait que les firmes vont choisir de s'implanter plus spécifiquement dans des pays qui sont alignés géopolitiquement, en particulier en ce qui concerne les technologies sensibles de type semi-conducteurs, IA, infrastructures numériques, qui accentuent ce qu'on appelle le découplage technologique. Il y a aussi la transition écologique qui va pousser les firmes à définir des chaînes de valeur qui sont plus courtes et qui sont plus sobres. Et enfin, des pressions en termes de fiscalité, notamment sur les géants du numérique. Alors, comment va s'opérer cette recomposition? Eh bien, elle va être très différente selon les secteurs et selon les produits. Dans l'industrie, la robotisation va permettre des relocalisations ciblées. Dans les secteurs sensibles, les pays vont chercher à doubler à sécuriser leurs accès aux intrants à travers ce qu'on appelle les stratégies de double sourcing, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à la fois des partenaires à bas coût, mais aussi des partenaires alignés géopolitiquement pour pouvoir assurer la résilience de la chaîne de valeur. À l'inverse, les services, eux, continuent à s'internationaliser de manière très importante, tirée notamment par le numérique. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer au niveau international? Eh bien, au niveau international, on va avoir une baisse des flux entre les blocs qui ne sont pas géopolitiquement alignés, mais une montée des flux à l'intérieur des blocs, notamment des blocs de commerce, comme par exemple en Europe, comme par exemple en Asie. Et on voit aussi apparaître des métropoles qui vont s'affirmer comme des hubs de production ou d'innovation, tels que Shenzhen, tels que Bangalore, et aussi de nouveaux pôles émergents, notamment autour de groupes technologiques chinois, indiens ou brésiliens. Alors, où en est l'Union européenne face à ces changements profonds? Eh bien, l'Union européenne est face à un double enjeu. Tout d'abord, elle doit réduire sa dépendance à l'égard des fournisseurs tiers
dans les secteurs critiques, mais elle doit aussi reconstruire une base industrielle résiliente, notamment pour répondre aux impératifs technologiques et environnementaux. Alors, certains leviers ont déjà été utilisés, comme le plan industriel pour le Green Deal, la législation européenne sur les matières premières critiques. Mais cette double transition écologique et numérique va supposer des investissements massifs estimés à 350 milliards d'euros par la Banque centrale européenne. À l'intérieur de l'Union européenne, les spécialisations différentes des pays vont permettre d'accroître la résilience des entreprises et de construire une stratégie industrielle cohérente, mais en parallèle, l'Union européenne reste fondamentalement insérée dans les chaînes de valeur mondiales et elle va développer des nouveaux partenariats, notamment en Asie ou en Amérique latine. Je vous remercie. Bravo, on peut applaudir déjà petite Céline, ça nous fera un peu d'air à tous. Bravo pour cette très riche introduction. Je vous présente donc les gens qui vont nous accompagner pour cette table ronde. Juste à côté de Céline Indagarbi, qui est la directrice générale de Bureau Veritas. Juste à côté, Clarisse Magnien, la directrice associée senior et directrice générale France de McKinsey et compagnie. Vous avez également juste à côté Marcus Hermann Chen, qui est cofondateur et directeur général du China Macro Group. Ludovic Subran, chef économiste et directeur des investissements du groupe Allianz. Et juste à côté de moi, le professeur Su, qui est senior fellow, chef du département du commerce international, Institut d'économie et de politique mondiale à l'Académie chinoise des sciences sociales. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais débuter avec vous, Clarisse, si vous le voulez bien. Clarisse Magnien, vous conseillez bien évidemment les grandes entreprises industrielles. Que recouvre concrètement aujourd'hui la notion de fragmentation des chaînes de valeur de votre point de vue à vous? Est-ce qu'on est dans un tournant structurel ou conjoncturel? Alors merci de votre question. Je voudrais commencer par dire que la fragmentation, elle commence par les conflits armés. Elle doit être bien fragmentée alors en ce moment. 2023, c'est 183 conflits armés qui sont dénombrés sur la Terre. Et donc évidemment, ça a un impact sur le commerce international. Si on prend la crise de la mer Rouge, c'est 30% des échanges internationaux qui ont été impactés. Et ça a été une augmentation des frais d'expédition par 5 pendant la période de cette crise. Donc effectivement, il y a quand même un lien entre ce qui se passe entre les nations. C'est même pas de la géopolitique, c'est vraiment des conflits armés qui ont quand même des conséquences sur les chaînes de valeur. Alors après, si on passe vraiment spécifiquement sur les chaînes de valeur économiques, c'est un phénomène en fait assez progressif. On est tous assez sensibles aux annonces de Donald Trump en matière de tarifs douaniers. Mais en fait, cette tendance a commencé depuis 2017-2018. Alors, c'était à l'époque d'ailleurs, il était déjà président à ce moment-là. C'était son premier mandat. Et à ce moment-là, entre 2017 et 2024, on a une augmentation. Des barrières américaines vis-à-vis de la Chine, qui est très significative. Et ce n'est pas que des barrières douanières, c'est aussi des freins au commerce international non tarifaires. Et là, on a sur cette même période 400% d'augmentation d'intervention gouvernementale en faveur d'un certain nombre de secteurs. Et les États-Unis, effectivement, avec l'IRA ou l'IRA et le CHIPS Act, et ça c'est l'administration Biden, c'est pas Trump, met en place ce paquet d'avantages fiscaux pour favoriser l'investissement et l'emploi aux États-Unis. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est très, très, très marquant. Donc, pour ne pas être trop longue, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup d'intervenants de talent, en fait, cette fragmentation, elle s'opère dans tous les blocs. Donc les Américains sont très clairs, ils réduisent les échanges avec la Chine. Sur la période que je vous donne, 2018-2024, les États-Unis augmentent leurs exportations de 30%, mais réduisent leurs importations de la Chine de 20%. Donc il y a une réduction de 6 points entre les États-Unis et la Chine. Qu'est-ce que fait la Chine? Elle se redéploie principalement vers l'ASEAN, donc les pays d'Asie du Sud-Est, vers le Moyen-Orient, et elle prend 2 points dans les importations européennes. Et finalement, et je conclurai là-dessus, la seule région du monde qui reste stable par rapport au commerce international, c'est l'Europe,
puisque l'Europe a le taux d'ouverture maximal. Hein, c'est 106% d'ouverture. Alors c'est vrai qu'il y a les échanges intracommunautaires, mais on est la région du monde la plus ouverte, avant la Chine, avant les États-Unis, parce qu'on croit en la théorie des avantages comparatifs, c'est-à-dire que les pays ont des avantages à faire jouer dans ce commerce international et qu'on va tous pouvoir en bénéficier. Donc c'est ce qui se passe, je dirais, de façon un peu macro. Eh ben, c'était très intéressant ça aussi. Ndeye Garbi, j'en viens à vous avec une question peut-être un peu similaire sur le regard que vous portez depuis votre poste d'observatrice privilégié. Peut-être vous nous direz un mot aussi de ce que fait concrètement Bureau Veritas. Mais qu'est-ce qui, selon vous, a le plus changé quand vous regardez vos clients, notamment les clients industriels ? Merci pour votre question. Bureau Veritas, c'est une entreprise qui est active dans les activités d'inspection, de certification et de tests en laboratoire, hein, de toutes choses, produits, actifs, systèmes, projets. Et donc c'est un tiers indépendant, impartial, qui peut intervenir pour nos clients, pour aller regarder les risques autour de la qualité, de la sécurité, du développement durable et de l'environnement. Donc c'est vraiment un acteur très très proche des entreprises. On est présent dans les usines, les ports, les laboratoires, les entreprises en général. Et donc c'est vrai qu'on a une position assez privilégiée pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Sur les chaînes d'approvisionnement aujourd'hui, on est en train d'observer qu'il y a un mouvement très réfléchi, très planifié pour reconfigurer les chaînes d'approvisionnement. Il y a plusieurs facteurs qui en fait déterminent comment cette reconfiguration va progresser. Le premier, ça va être autour du positionnement des chaînes d'approvisionnement dans une réflexion multipolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réflexion qui est surtout basée sur l'état de la géopolitique. Alors on peut toujours dire la géopolitique ça existe tout le temps, il y a toujours des conflits, il y a toujours des problèmes. Mais la réalité, comme disait Clarisse, il y a ces guerres qui ont perturbé les échanges, mais il y a de plus en plus des enjeux géopolitiques majeurs de longue durée, ou plutôt qui sont projetés dans le temps, qui déterminent comment ces chaînes d'approvisionnement vont évoluer. Alors ça veut dire quoi concrètement? Par exemple, si on regarde la rivalité sino-américaine, c'est une rivalité qui est en train d'impacter les chaînes d'approvisionnement, où les acteurs économiques sont en train de se dire comment ça va évoluer cette relation, et on va repositionner nos chaînes d'approvisionnement par rapport à ça. Un exemple très simple, c'est les biens de consommation. Aujourd'hui, la Chine est responsable pour une grande partie de la fabrication des biens de consommation, des vêtements, des meubles, de l'électronique, de l'électroménager, par exemple. Et donc, pour se positionner hors de la Chine, il faut bien réfléchir. Donc ça, c'est un premier point qui fait que les pays aujourd'hui, les entreprises, réfléchissent d'une façon multipolaire en disant comment on va se positionner par rapport à cette hégémonie de la Chine dans un secteur comme les biens de consommation, et où va-t-on se positionner pour le futur. Le second point important dans cette approche multipolaire, ça va être le positionnement par rapport aux barrières non tarifaires. Ça, c'est très important parce que les barrières non tarifaires, notamment en termes d'environnement, beaucoup autour des enjeux ESG, vont déterminer où est-ce qu'on va se positionner aussi. Et puis finalement, il y a aussi le sujet autour d'enjeux stratégiques de souveraineté. Le Covid, c'était un moment de réveil pour les pays, mais aussi pour les entreprises, pour se dire, est-ce qu'on a vraiment bien réfléchi stratégiquement pour nos chaînes d'approvisionnement? Donc ça, c'est le premier point, c'est ce positionnement multipolaire. Le point très important aussi à garder en tête, c'est les chaînes d'approvisionnement ne bougent pas ou ne se reconfigurent pas toutes d'une façon homogène. Et pourquoi? Parce que les secteurs sont différents. Les biens de consommation qui ont plutôt un cycle court, qui n'ont pas des investissements très complexes, peuvent bouger très vite. Par exemple, ils peuvent bouger de la Chine vers le Bangladesh, vers les pays de l'ASEAN, comme ça a été mentionné, ou ils peuvent aller en Amérique centrale, notamment le Mexique ou le Guatemala. Les chaînes d'approvisionnement pour les secteurs d'industrie lourde, de la tech, ça, c'est beaucoup plus complexe, c'est des compétences très pointues. Les investissements sont pluriannuels et très très longs. Et donc, il faut se réfléchir comment on va les bouger. Donc, ça prend du temps. Donc, ça, c'est le deuxième paramètre. Le troisième, ça va être autour de ce mouvement qu'on appelle, nous, anti-washing, pour utiliser un anglicisme. C'est vraiment cette envie d'avoir une vraie preuve
pour tous les sujets de conformité, de transparence et pour montrer qu'on est un acteur responsable. Et ça devient un élément majeur pour la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement. Alors vous avez parlé de la Chine, justement on va aller voir avec le professeur Su la vision que vous pouvez avoir. La Chine est restée, Indal le disait très bien, pendant longtemps, l'usine du monde, mais c'est vrai que maintenant vous êtes en train de passer de ce rôle qui est encore le vôtre à un rôle aussi de concepteur de chaînes de valeur, ce qui change beaucoup dans cette idée de fragmentation. Ok, thank you. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de participer à cet événement de la plus haute importance. Premier point, en ce qui concerne la Chine, nous allons continuer à être une usine très importante du monde. Parce que même si le coût de la main-d'œuvre en Chine a augmenté depuis 6 ans, la Chine continue à avoir un avantage concurrentiel parce que nous avons l'infrastructure et l'environnement d'affaires également. Et bien sûr, les autres pays, les pays de l'Est, par exemple, ou le Mexique ou l'Inde, ils vont produire à l'avenir. C'est déjà en train de se produire. Et ça va être très bon pour nos pays également, non pas seulement pour les pays de l'Est, mais aussi pour la Chine. Parce que la Chine a des problèmes de capacité. Alors oui, la Chine est en train de travailler là-dessus. Les différents biens, le nombre, la quantité de biens a augmenté récemment et on voit il y a la production énergétique en Chine et on va travailler avec les panneaux solaires, les véhicules électriques. Et le troisième point est que la Chine a encore un long chemin à parcourir pour augmenter sa valeur, puisque la Chine n'est pas encore très concurrentielle dans certains secteurs. Par exemple, les puces de grande qualité, puisqu'il y a des accords avec les États-Unis, par exemple. La Chine a beaucoup à faire encore pour avoir un avantage concurrentiel. Merci. Merci beaucoup. Je passe à vous, Ludovic Subran. Je rappelle que vous êtes économiste, maintenant à la tête de tous les investissements du groupe Alliance. Donc vous avez une bonne vision, vous aussi, de cette fragmentation et de ces chaînes de valeur. Qu'est-ce que vous inspire, là, déjà peut-être même les premiers propos qu'on a pu entendre? Non, je crois que c'est très clair. En 5 ans, on a eu 5 chocs sur les chaînes de valeur. La pandémie, on ferme tout, on rouvre tout, on serre les fesses, la gestion des stocks a explosé en vol. Ensuite, 2001, il y a eu la crise énergétique 2002 en Ukraine. Il y a eu la Chine et son deuxième rebond d'export sur la technologie et l'ESG. Il y a maintenant Trump avec les tarifs et la monnaie. Donc chaque année, on a une crise sur les chaînes de valeur et ça demande aux entreprises de s'adapter. Donc bien sûr, dans une économie plus frictionnelle, les coûts explosent, les coûts de diversification, les coûts de rapatriation. Faire bouger un soliste, c'est beaucoup moins coûteux que faire bouger l'orchestre. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est que la mondialisation devient coûteuse pour les entreprises. Et je suis désolé, il y a un biais de récence très fort avec ce qui se passe avec Trump, mais ça ne va pas aller en s'arrangeant. Hein, on a le taux moyen de barrière douanière à l'import pour les États-Unis qui a un niveau record depuis 1940. On fait des deals complètement débiles où on annonce 40%, on finit à 20%, on dit que c'est gagnant alors que c'est 4 fois plus qu'avant. On a cette histoire du dollar et du financement des chaînes d'approvisionnement qui va devenir un vrai sujet avec une concurrence des monnaies. Et donc, ce que ça m'inspire, c'est que c'est une situation très compliquée. La bonne nouvelle, c'est que les entreprises s'adaptent très vite. La mauvaise nouvelle, c'est que la mondialisation leur est très coûteuse et qu'elles doivent revoir, si elles ne l'ont pas déjà fait, mais encore une fois, depuis 2020,
elles ont eu des chocs tellement élevés qu'elles sont obligées de revoir. Clarisse parlait tout à l'heure des coûts de la mer Rouge. Quand vous avez un oligopole dans le secteur du transport maritime qui peut du jour au lendemain quintupler les prix sans que ça fasse sourciller qui que ce soit, vous imaginez bien que vous devez penser différemment l'intégration du transport et de la logistique dans vos chaînes d'approvisionnement. Quand vous avez du jour au lendemain des barrières sur des intrants critiques ou des histoires de licence d'accès à certains intrants, quand vous êtes dans le secteur de l'automobile et que toute votre vie depuis 40 ans, ça a été d'optimiser le coût avec les salaires, avec les chaînes d'approvisionnement, vous avez éclaté ça au maximum et que maintenant tout ce qui est friction interpays et tout ce qui est friction sur des intrants critiques vous coûte 10 fois plus cher, 20 fois plus cher, pas 0,2% plus élevé. Bah forcément, vous devez complètement revoir la façon avec laquelle vous pensez la production, l'exportation, la fiscalité, le financement. Et donc la plupart des grosses entreprises, et c'est là le drame, elles peuvent le faire, elles ont les reins assez solides, elles ont le cash. Je trouve que pour les PME et les ETI, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'en fait, elles n'ont souvent pas les reins assez solides pour continuer d'y aller. C'est pour ça que moi, je milite vraiment pour qu'on continue d'emmener une génération d'exportateurs français, européens à l'étranger, parce que sinon, on va avoir un biais domestique très fort. Et on aura encore plus de risques accumulés. Il y a cette idée que, comme la diversification, la mondialisation, l'internationalisation, c'est plus coûteux, mais en fait, on sort plus de chez nous. Et on sait que c'est le paradis des entreprises zombies, il n'y a plus d'innovation, exporter c'est innover quelque part. Et donc moi c'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire que quand on prend 5 chocs coup sur coup, le vrai risque c'est de ne plus vouloir y aller, parce que c'est trop coûteux, trop compliqué et certainement trop risqué. Après on sait aussi souvent quand on sort plus de chez nous, on reste pas longtemps chez nous, quoi. On risque de mourir, quoi. Exactement. Donc la vision n'est pas obligatoirement non plus très réjouissante. Je vais revenir sur un des points peut-être avec vous, Marcus, dont parlait Ludovic, c'est le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Avec votre vision, comment la Chine adapte en ce moment sa stratégie à ce nouveau paysage géopolitique et quelles sont les priorités pour protéger finalement la base industrielle et la place de la Chine dans les chaînes de valeur mondiale face à la pression renouvelée de Washington? Thank you very much, Emmanuel, for your question. And, Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Je souhaite tout d'abord reprendre votre question pour rebondir sur ce qu'a dit Ludovic, d'un point de vue européen et d'un point de vue chinois également. Si on remonte en 2016, on avait l'élection de Trump la première fois, il y avait également le Brexit. Et ceci s'est traduit dans un vocabulaire qui s'appelle le changement jamais vu dans le siècle. Et c'est un logo qui est repris dans chaque publication depuis, puisqu'il faut justifier les chaînes de valeur internationales et leur évolution. Grâce à ces deux événements, on a eu ensuite la guerre de commerce, et puis on arrive à la pandémie en Chine en 2020. Au mois d'avril 2020, le concept d'une circulation double a été créé en Chine. Et cette circulation double, je peux en dire deux mots, en vue du Parti communiste chinois, c'est le plus grand changement dans la stratégie chinoise dans les 50 dernières années. Chaque société qui a affaire avec la Chine, il faut comprendre ce que c'est que cette circulation double. Je pourrais le comparer vite fait, bien fait. Cette double circulation a modifié trois choses. Tout d'abord, la politique sociale est devenue plus importante. La Chine avait moins de politique sociale jusqu'alors, mais a mis au pied d'égalité avec la politique économique. Deuxième point, la Chine se tourne vers la demande nationale, puisque ça donne de la résilience. Et troisièmement, la Chine a enlevé le risque dès que possible. En comparaison avec l'UE, l'UE a publié la stratégie économique au mois de juin 2023. La Chine, si vous voulez, avait déjà fait ceci 3 ans et demi avant avec Trump 1 et Brexit. Donc la Chine avait déjà modifié sa stratégie. Deuxième point, en ce qui concerne deuxième question, comment la Chine protège-t-elle sa position dans les chaînes de valeur et sur la base industrielle? Je dirais qu'il y a deux éléments qui sont très importants pour les sociétés, les investisseurs. La Chine est offensive et défensive. Il y a deux manières.
en matière d'attaque, la Chine a redéfini son cadre industriel, beaucoup de politiques, a redéfini les industries émergentes et de l'avenir. Il y en a 9. C'est les humanoïdes, la production par robot, c'est une IA générative et met en place des politiques pour soutenir ces industries. En Europe, je souligne que la politique chinoise, lorsqu'elle parle des industries de l'avenir et émergentes, la Chine ne soutient pas les industries traditionnelles, tandis qu'en Europe, je dirais au contraire, si vous regardez les différents secteurs en Europe, l'industrie traditionnelle a le plus d'influence dans le lobbying. Les traditionnels ont plus de soutien, tandis qu'en Chine, ils souhaitent vraiment se concentrer que sur les industries de l'avenir. Et dernier point sur la défense, la Chine, avec sa circulation double, il a réduit les risques. C'est pas la même chose que la même notion qu'en Europe, mais pour ce faire, on essaie de résoudre les problèmes de goulot d'étranglement. La Chine essaie de gagner un accès aux éléments critiques. Et troisième point, très important, pour beaucoup de capitaux internationaux, ils font du onshore avec beaucoup de demandes en contenu. Donc je dirais qu'en fin de compte, les entreprises se focalisent sur ce changement de stratégie, mais en arrière-plan, les États-Unis, l'Europe se modifie également. Merci beaucoup, Marcus, d'avoir fait ce tour d'horizon. Clarisse, je reviens vers vous. Sur les relocalisations ou qui sont revenus au minimum politique, on aurait aimé que ce soit peut-être un peu plus stratégique et que ça aille jusqu'au bout, mais au moins ça fait parler. Dans les faits, qu'est-ce qu'on peut réellement relocaliser? Quels sont les critères que vous avez pu voir pour que ce soit économiquement viable, cette histoire? Alors déjà, c'est vrai que dans notre discussion pour le moment, on parle de la fragmentation des flux, ça touche les produits, mais tout le secteur des services n'est pas très impacté par tout ce dont on vient de parler. Donc ça, déjà, il n'y a pas les barrières douanières, il n'y a pas toutes ces contraintes au commerce mondial. Ensuite, si on parle par exemple des entreprises françaises, 75% de leur chiffre d'affaires, il est fait à l'étranger aujourd'hui, les grandes entreprises. Ce qui est très différent des entreprises américaines, où 70% de leur chiffre d'affaires est fait sur le territoire domestique. Donc pareil, les questions de relocalisation, ça ne veut pas dire la même chose. Bon, si on est dans les services, ça n'a pas de sens. Bon, mais même si les États-Unis se sont particulièrement désindustrialisés, quasiment au même niveau que la France. Hein. Oui, on l'oublie parfois. Certes. Après, quand on regarde la distance géographique moyenne, c'est-à-dire les kilomètres qui sont parcourus par les produits dans le commerce international, en fait, c'est très stable. Donc en dépit de tout ce qu'on a dit, les produits, les échanges de la France, c'est environ 2500 km. Les Américains, c'est plus long, c'est 7000 km. Les Chinois, c'est 6500 km. Et quand on regarde l'évolution de cette distance moyenne de transport des biens, eh ben, elle n'évolue pas tellement. Donc ça ne donne pas tout à fait une indication que la relocalisation soit en marche. Et ça reconfirme le fait que finalement, la théorie des avantages comparatifs, elle n'est pas caduque. En revanche, ce qu'on voit, et ça a été souligné par certains d'entre vous, c'est deux choses. C'est la distance géopolitique, elle devient importante. Donc, ce n'est pas tellement du nearshoring, c'est-à-dire je ne sais pas que je ramène proche de moi, c'est je fais du commerce et je m'implante chez des amis. C'est des pays qui sont alignés avec moi géopolitiquement. Et donc là où ça reconfigure, c'est que les pays qui ne se sont pas alignés, en fait les pays qui se sont tenus neutres par rapport à ce conflit chino-américain, attirent de façon disproportionnée des investissements et vont commercer de plus en plus avec le reste du monde. Donc toute l'Asie du Sud-Est, on va commencer par le Vietnam, qui est un pays partenaire des États-Unis. Donc ces pays-là, ils n'ont pas choisi de camp. Donc finalement, ils bénéficient de ces modifications de flux. Et le pays qui va être assez impressionnant, c'est l'Inde. En fait, on voit l'augmentation des échanges depuis l'Inde vers les États-Unis, depuis l'Inde vers l'Europe, de l'Europe vers l'Inde, du Moyen-Orient vers l'Inde, de l'Inde vers le Moyen-Orient. Et ça, c'est entre 2,5 et 6-8% d'augmentation des échanges. Donc,
c'est des échanges, mais c'est aussi probablement des relocalisations. Et après, évidemment, les relocalisations, quand on est français, quand on est européen, on a une question du coût du travail. Et donc la relocalisation, elle se produit si ce sont des produits à très forte valeur ajoutée pour lesquels le coût du travail est moins impactant, si ça demande des talents très distinctifs, s'il y a des contraintes juridiques qui font qu'on veut pouvoir travailler avec des entreprises qui partagent le même cadre réglementaire, s'il y a des notions d'innovation. Et dernier point, c'est s'il y a du Made in France qui contribue à la proposition de valeur du produit. Donc évidemment les vins spiritueux, le luxe, la cosmétique, le textile, plutôt premium. Voilà. Mais ça reste des phénomènes qui, de mon point de vue, sont assez limités. Effectivement. Hinda, on a entendu depuis le début plusieurs fois le mot résilience utilisé, et c'est vrai que ce terme est devenu clé. Quels sont selon vous les critères concrets qu'utilisent aujourd'hui les grands groupes et peut-être même les moins grands groupes pour qualifier une chaîne d'approvisionnement justement résiliente ? Oui, je pense que le mot, la résilience, c'est un vrai thème dans les entreprises aujourd'hui. On parlait de cette reconfiguration des chaînes d'approvisionnement. Il y a plusieurs paramètres qui sont très importants quand on est en train d'évaluer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et de toute la chaîne de valeur. Et vraiment, au cœur de cette idée de résilience, c'est comment penser une chaîne d'approvisionnement avec des fournisseurs à plusieurs niveaux qui peut résister au choc, qui peut gérer tous les risques qu'ils peuvent rencontrer. Donc ça veut dire quoi concrètement? La première chose, il y a un vrai souci autour de la géopolitique, je pense qu'on l'a mentionné plusieurs fois. Et donc les entreprises aujourd'hui, quand ils sont en train de planifier, de cartographier leur chaîne d'approvisionnement, ils pensent à ces enjeux-là. Par exemple, pour la Chine aujourd'hui, il y a la fameuse stratégie Chine +1. Ça veut dire on garde une partie de la production des produits, par exemple, en Chine, mais on cherche des fournisseurs qui sont dans d'autres pays. Il y a China +2, il y a China +3. Donc il y a vraiment plusieurs approches, mais l'idée, c'est de se diversifier et de faire en sorte qu'on n'est pas du tout sujet aux caprices d'un seul pays ou d'une seule unité de production. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, ça va être autour de la visibilité de cette chaîne d'approvisionnement. Quand on est détaillant aujourd'hui, on va acheter un produit qui peut être fabriqué partout dans le monde d'un fournisseur, mais ce fournisseur a ses propres fournisseurs. Donc là, on est en train de regarder plusieurs niveaux. Ce qui est demandé aujourd'hui, aussi bien par les consommateurs, les investisseurs, les employés, les clients d'une entreprise, c'est qu'elle ait une très bonne compréhension de cette chaîne d'approvisionnement. Et donc, il faut voir tous les niveaux des fournisseurs. Il faut être sûr que sur l'aspect environnemental, sur l'aspect social, sur l'aspect réglementaire, sur la conformité, il y a une vraie visibilité et on sait vraiment ce qui se passe dans cette chaîne d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, on est amené comme entreprise à regarder ces niveaux-là. Pourquoi on le fait? Parce qu'il y a tout ce mouvement autour de la conformité et pour être sûr que tous ces acteurs qui à la fin produisent un bien, on a parlé beaucoup des biens de consommation, mais ça peut aussi être un produit industriel, en fait, ils fonctionnent selon les règles que nous, entreprises qui achètent ce produit ou qui commandent ce produit, estiment que c'est la bonne chose à faire et les bonnes pratiques à avoir. Et donc là, il y a une conformité qui devient très profonde, qui va aller chercher tous les aspects du cadrage ESG, environnement, social et gouvernance, avec tous les fournisseurs. Et puis finalement, je pense que la dernière chose qui devient très importante pour la résilience, c'est le côté digital. C'est avoir une visibilité sur ces chaînes d'approvisionnement, une visibilité digitale. Donc on a les données, on a des acteurs qui sont connectés, il y a tout un écosystème qui est transparent, où on peut aller vérifier rapidement. Et ça, c'est quelque chose que Bureau Veritas, on voit tous les jours. En travaillant dans 140 pays, on est amené à aller vérifier des fournisseurs qui sont plusieurs niveaux dans une chaîne d'approvisionnement pour le compte des clients, pour les rassurer qu'en fait, ils sont bien protégés. Professeur Sou, j'en viens à vous. On a parlé tout à l'heure aussi du friendshoring. Quel impact a eu justement la montée du friendshoring et de la fragmentation sur les flux commerciaux et les investissements en Asie de votre point de vue?
Merci. Quand on a parlé de la contraction des flux, on a dit que pour le friendshoring et le reshoring et le nearshoring, mais pour Trump, il aime juste le e-shoring parce qu'il n'y a pas de friendshoring pour lui. Mais oui, à cause de l'impact des tarifs et du Covid-19, il y a des sociétés qui essayent des tendances pour les sociétés à adopter ces pratiques. Beaucoup de sociétés, en fait, y compris des sociétés chinoises, vont à l'étranger, se déplacent internationalement. Il y a une compagnie qui va à l'étranger. Chez nous, elle va aller à Dubaï. Donc ça, c'est également une tendance pour les sociétés chinoises. Certaines sociétés chinoises font de la diversification dans d'autres pays. Donc pour ces pays, je pense que beaucoup des pays d'Inde et des pays de l'Asie du Sud-Est sont des destinations qui sont intéressantes. L'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande également. Et pour ces pays, je crois que ils sont encore au sud du marché US et ils importent beaucoup de produits intermédiaires de la Chine, de la terre chinoise, enfin du pays de la Chine. Et la Chine, comme les US, a un lien direct. Le lien direct entre la Chine et les États-Unis a baissé. Mais cela veut dire que les autres pays ont remplacé, sont des intermédiaires, des pays intermédiaires maintenant. C'est comme un pont en fait entre les États-Unis et la Chine. Ce qui veut dire que les États-Unis ont toujours besoin de produits chinois. Et c'est un point que je voulais faire. Bien sûr, je crois que ça ne peut pas être appelé du free-shoring parce que pour ces pays, ils ont des politiques d'équilibre. Ils sont neutres. Ils essaient de trouver un équilibre entre la Chine et les autres pays. Ils n'ont pas peur des États-Unis. On ne peut pas appeler ça du free-shoring. Et pour Maxco, bien sûr, c'est près des États-Unis, mais la Chine impose des tarifs sur Maxco. Donc, c'est difficile avec le gouvernement Trump. Pour le nearshoring, une tendance qu'on a vue dans ces dernières années, oui, ça va être certainement le cas. Géopolitique maintenant dans leurs décisions de localisation, on aurait pu dire que ça a toujours été le cas, mais sûrement qu'elles y font encore un peu plus attention. Est-ce que justement c'est économiquement rationnel ou dicté par une pression politique au minimum, on pourrait dire? Alors déjà, je ne sais pas si beaucoup d'entreprises le font, parce qu'en fait, on est tous très nietzschéens, quoi. C'est-à-dire qu'on refuse de voir la vérité qui fait mal. Donc l'année dernière, Trump avait déjà tout écrit. Hein. Il allait résoudre la guerre en Ukraine en 24 heures, mettre des tarifs de 30%, machin de ça. On voulait juste pas le voir. On a d'abord pensé qu'il était pragmatique, ensuite on a cru à Kamala, et enfin on a dit non mais il va être gentil. Bon, on est quand même très bête, voilà. Donc la réponse courte, c'est non, en fait. Pourquoi? Parce que la plupart des boards d'entreprise, des conseils d'administration, on fait ça par consensus. Et alors, qui veut vraiment se couper un bras ou se couper une jambe pour potentiellement perdre un marché? C'est hyper dur pour un DG ou pour un président de dire, bah, en fait, c'est vrai qu'il y a un gros risque que la Chine envahisse Taïwan. Désolé, professeur Su. Et donc, du coup, j'ai peut-être arrêté d'être super dépendant de Taïwan. Bah non, parce qu'en fait, Taïwan, c'est un bon business. Donc, on est dans des situations comme ça. J'ai peut-être arrêté de faire du DI parce que je vais perdre les contrats avec le gouvernement américain. Bon, là, les patrons, ils ont plutôt fait, vous voyez. Donc, on est dans une situation, franchement, hein, moi, je trouve que le risque géopolitique, c'est comme les frites McCain ou c'est comme le sexe pour les teenagers, quoi. On en parle beaucoup, on n'en fait pas beaucoup. Et donc, moi, ça fait, dans mon entreprise, ça fait 1 an qu'on parle de géopolitique et de Trump. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a un peu protégé contre le dollar, mais enfin, les vrais choix, on les fait jamais, parce qu'on attend jusqu'au dernier moment, parce qu'on est humain et qu'on a envie d'espérer. Et donc, alors maintenant, il y a la guerre. Alors oui, c'est vrai, quand il y a la guerre, ça fait un peu plus peur, mais même là, enfin, il y avait une discussion juste avant sur l'euro. Si vraiment on pense qu'on veut faire la guerre, à quel moment on accepte de ne pas rendre l'euro une monnaie forte? À quel moment on se dit on va faire la guerre avec du dollar? Bon. Donc il y a des choix, je trouve, hein, des choix de politique publique, mais des choix d'entreprise qui aujourd'hui, pour moi,
me témoigne qu'il n'y a pas une prise en compte réelle du risque géopolitique. Je pense qu'on a, et c'est humain, c'est un biais psychologique. Alors j'ai parlé du biais des prix tout à l'heure. C'est propre aux entreprises européennes ou c'est propre à toutes les entreprises? Si on regarde par exemple les boards français, ce qui change aussi beaucoup, c'est que nos conseils d'administration sont de plus en plus mondiaux. Donc nos conseils d'administration sont finalement de moins en moins français. Donc chacun a un risque qui lui est personnel du creux de sa chaise. C'est une bonne question, ça, parce que quelles sont les parties prenantes? Merci, Emmanuel. Est-ce que les Européens sont plus naïfs? On l'est moins qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Est-ce que de mettre des internationaux dans les boards, ça aide à prendre des décisions plus efficaces sur la résilience? Je ne le pense pas. Bon. On pourrait faire une étude, mais je ne le pense pas, parce qu'encore une fois, c'est cette histoire de couper quelque chose maintenant pour avoir mal demain. C'est quelque chose qui est très dur à faire pour une entreprise. Clarisse, pour continuer sur cet élément-là, cette fragmentation accélère. Vous l'avez dit tout à l'heure déjà d'un mot avec l'Inde, mais de nouvelles puissances régionales. C'est ce que vous pensez? Est-ce qu'on pourrait aller plus loin et imaginer que l'Afrique pourrait peut-être enfin avoir une carte à jouer, peut-être notamment l'Afrique du Sud? Qu'est-ce que vous pensez de l'émergence de ces puissances internationales? Alors, je ne sais pas si je vais réussir à faire une punchline comme Ludovic, mais je pense que si on se met chacun à ce niveau-là, à la fin, il n'y a plus de table ronde, on ne fait que rire. Voilà. Non, mais déjà, ce qu'on voit, si on prend un peu de recul, c'est sur les 10 prochaines années, nous, on anticipe que 30% des échanges mondiaux vont basculer d'un couloir commercial à un autre. Donc, on a redéfini, en fait, les routes commerciales, c'est des routes traditionnelles. Nous, on a redécoupé finalement la planète en 50 couloirs commerciaux et on a essayé de projeter dans différents scénarios comment tout ça allait évoluer. Et on estime donc qu'à peu près un tiers pourrait vraiment basculer. Donc ça devient finalement, cette fragmentation ou cette recomposition des flux, elle devient beaucoup plus matérielle dans les 10 prochaines années et à voir si on prend effectivement, comme disait Ludovic, les décisions ou pas. Ce qui ressort, c'est vraiment les gagnants de cette reconfiguration, c'est l'ASEAN, et en particulier le Vietnam. C'est le Mexique qui devient le premier partenaire commercial des États-Unis, et c'est l'Inde. Alors après, il y a un peu Moyen-Orient, il y a le Brésil en Amérique latine, il y a peut-être un petit peu d'Afrique, mais en termes de volume, c'est quand même beaucoup plus faible. Et l'autre élément, c'est qu'on voit aussi l'augmentation des flux intra-ASEAN. Un peu comme les Européens, on a augmenté forcément nos flux entre pays de la zone Europe, eh ben on voit ça beaucoup dans la zone d'Asie du Sud-Est. Donc ça va, je pense que les prochaines années, il y a beaucoup de risques, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités pour les entreprises, et notamment pour les Européens, parce qu'on a estimé qu'il y avait à peu près un produit sur 2 importé de la Chine qui pourrait être fourni par l'Europe. Alors ça peut être aussi fourni par l'ASEAN, hein. Donc là il y aura des jeux évidemment de compétitivité. Et je pense que ça va forcer aussi les entreprises à explorer les marchés dans lesquels ils peuvent se développer de façon plus large. Donc ça, je pense qu'il y a aussi des éléments potentiellement positifs à cette reconfiguration. Marcus, quand vous entendez et ce risque de découplage et la montée en puissance de tous ces nouveaux pays qui prennent également leur place, à Pékin, c'est vu comment? C'est vu comme une menace ou une sorte d'incitation à se dire, même pas peur, c'est nous qui gagnerons? Thanks, Emmanuel, for the question. Merci Emmanuel pour la question. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Ludovic, parce que ce que je vois avec des sociétés, et je suis sûre que Clarisse le voit également dans son business, je crois que beaucoup de sociétés qui sont des sociétés européennes, des sociétés françaises, qui travaillent avec le marché chinois, le fait d'arrêter le risque ou de baisser les risques devient assez standard. Je vais vous donner quelques idées. Chine +1, on l'a déjà dit. Et ensuite, ce qui est très important aussi, c'est le financement local. Si vous êtes sur le marché chinois et vous êtes financé par le système chinois, donc il faut se débarrasser de vos atouts, et ça c'est le système chinois, financier chinois, qui va gérer ça. Donc les sociétés créent des structures pour pouvoir se débarrasser de leurs opérations chinoises si elles en ont besoin, et optimiser la chaîne d'approvisionnement également. Ça se fait partout. Et enfin, parce que Ludovic l'a également dit, bien sûr, toutes les sociétés vérifient le sujet de Taïwan. Emmanuel demandait si c'était une menace ou non. Moi, je dirais
la validité de savoir qui fait quoi d'un point de vue de la Chine. Les Américains font du découplage avec une logique géopolitique. Et l'Europe essaie de dérisquer, de baisser le risque avec moins une logique politique. La Chine préférerait une mondialisation comme dans la suite de ce qu'on a eu. Ce serait plus facile. Une question très intéressante, et c'est juste mon dernier point, c'est où est l'Europe? Où se dirige l'Europe maintenant? Moi, j'entends souvent dire que des diplomates qui parlent en Chine de l'ouverture de l'économie européenne, mais je vais vous donner deux exemples récents. L'un est la discussion sur le médicament médical et le plan automobile qui a été voté par la Commission européenne en mars, qui encourage les investissements qui viennent en Europe, par exemple, qui viennent de Chine, que les membres de l'Union européenne doivent s'assurer qu'il y a un transfert technologique ou qu'il y a une gestion locale. Et moi, c'est juste mon point, le dernier point que je vais faire, c'est que tout le monde se regarde les uns les autres, et cette résilience dont a parlé Emmanuel, maintenant, c'est complètement structurel, c'est complètement intégré. Et c'est un cercle vicieux maintenant, malheureusement. N'hésitez pas à applaudir, vous avez le droit de vous exprimer. Hinda, j'en viens à vous. Le retour de la souveraineté économique, est-ce que ça renforce une sorte de besoin de standards? Je ne vais pas utiliser le mot de régulation, on va essayer quand même d'être gentil. Est-ce que vous voyez malgré tout une sorte de guerre des normes entre blocs géopolitiques qui pourraient à nouveau émerger? Et puis c'est un peu votre taf quand même, donc quel rôle Bureau Veritas au milieu de tout ça peut jouer? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la guerre des normes, mais c'est important de comprendre un peu comment les normes et les standards se développent. Quand on regarde traditionnellement, les normes se sont beaucoup développées, les standards, par les économies occidentales, parce que ça accompagne l'innovation, ça accompagne l'industrialisation. Et donc, on a tout un système de normes qui est aujourd'hui utilisé partout dans le monde, sur diverses industries. Et c'est souvent les champions de certains secteurs qui travaillent sur des normes volontaires. Et puis, au fil des temps, ces normes deviennent des standards utilisés partout dans le monde. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a la montée en puissance de certaines économies, notamment la Chine. Et donc, si on regarde un secteur où la Chine vraiment est leader, par exemple dans les renouvelables, aujourd'hui, 60% des pales éoliennes sont fabriquées en Chine. Plus que 2/3 du graphite utilisé pour les batteries est en Chine. 90% des terres rares est en Chine. Donc quand on a une grande position de force sur le marché dans l'innovation d'un certain secteur, on commence à développer des standards. Donc les standards vont continuer à se développer dans les économies que je vais dire traditionnelles, développées occidentales, mais on va voir la montée en puissance de normes et de standards dans d'autres économies. Ce qu'on voit aujourd'hui aussi, ce qui est important, c'est que les États-Unis se désengagent un tout petit peu. Il y a vraiment un grand mouvement de dérégulation qui essaye de tout simplifier, mais à la fin, ça reste quand même autour des risques. Il va falloir protéger le consommateur, l'usager, les entreprises elles-mêmes. Puis on voit l'Europe qui a une approche très, très holistique, très, très grande sur tous les secteurs on peut dire qu'il y a beaucoup plus de réglementation, bien sûr, en Europe, et forcément beaucoup plus de standards. Donc il y a cette fragmentation-là. Nous, chez Bureau Veritas, on est en fait comme tiers indépendant, on ne développe pas les normes, on ne développe pas les standards. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que toutes les entreprises qui doivent adhérer à certains standards ou être aux normes sont en effet en train d'adhérer à ces standards et sont aux normes. Donc on va évaluer tout leur système, leurs produits, leurs projets, leurs actifs, et on va les rassurer qu'ils sont en fait aux normes. Donc on est là pour regarder comment tout ce système marche, et on est beaucoup pour la simplification des normes et des standards, pour faire en sorte que ça ne devienne pas un frein à l'innovation, mais que ça garantit la protection de l'usager et du consommateur. Professeur Sou, j'en reviens à vous. Est-ce que le développement de chaînes régionales peut faire émerger, est-ce que vous le voyez peut-être déjà, de nouveaux hubs industriels dans le sud global? Bien sûr, je crois que pour d'autres pays, par exemple de l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique, des pays ont des chances
de prendre la capacité, de prendre en charge leur chaîne d'approvisionnement. Si on réfléchit d'un point de vue historique, on voit que il y a seulement quelques pays qui peuvent réussir à avoir des usines, comme par exemple le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, quelques pays d'Europe de l'Est et la Chine. Donc ce n'est pas facile d'avoir des usines. Donc il y a une théorie qui dit que pour le travail qui va d'un pays à un autre, mais en Chine, les produits ne bougent pas ne se déplacent pas d'un pays à un autre, ou ne s'en vont pas vers d'autres pays. Mais je crois que c'est difficile pour moi de prédire ça. S'il y aura un hub, donc dans les années qui viennent. Merci. Vient à vous. Je vais sauter quelques questions par rapport à ce qui était prévu pour qu'on arrive à tenir notre temps, parce que je voudrais absolument qu'on aille à la transition énergétique, et j'en viens à vous là-dessus, Ludovic. Est-ce que vous pensez que la transition écologique devient une nouvelle forme de barrière non tarifaire dans ce commerce international, et peut-être le nouveau choc, là sur un paquet d'années, qu'on doit affronter? J'aimerais qu'elle le soit, mais en fait, malheureusement, elle est passée au second plan parce que maintenant, il faut faire la guerre, il faut faire plein de trucs. Et donc, on oublie qu'on devait aussi faire la guerre contre le changement climatique et donc peut-être financer la transition. De fait, c'est déjà une barrière pour beaucoup d'entreprises. En Europe, notamment, avec la taxe carbone aux frontières, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est un coût difficile à cacher aux consommateurs et qui crée une concurrence déloyale avec de nombreuses entreprises, alors que l'intention première, c'était justement de faire en sorte qu'on évitait les fuites de carbone et donc des ajustements ou des arbitrages qui étaient délétères pour la production en Europe. Donc nous, dans les études qu'on fait chaque année, on fait un panorama du commerce mondial avec la filiale d'Alliance qui s'appelle Alliance Trade, qui vend de l'assurance crédit. Les tactiques d'adaptation des entreprises à la norme, à la réglementation, à la taxation autour des enjeux climatiques, elle est forcément présente. Mais c'est vrai qu'elle passe un peu au second plan. Je pense qu'ils sont très optimistes sur le fait qu'ils arrivent à la contourner avec des éléments technologiques. Dans les faits, le climat, c'est un énorme catalyste de fragmentation. Les moments, Clarisse, encore une fois, parler des conflits armés, mais les moments où les chaînes d'improvisation se rompent le plus, c'est les catastrophes climatiques, les inondations, les infrastructures qui connaissent un tremblement de terre, etc. Donc, il n'y a pas forcément d'adaptation pour l'ensemble de ces sujets-là, mais je crois que les entreprises, elles, au-delà des barrières douanières, enfin, ou du moins tarifaires, et des barrières non tarifaires, donc les normes, et Hinda en parlera bien mieux que moi, il y a ce sujet de le climat disloque, déroute énormément d'approvisionnement, et que, encore une fois, c'est une question de coût. Est-ce que les entreprises sont assez solides pour vivre dans un monde où les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur peuvent du jour au lendemain, et on se rappelle les inondations en Thaïlande, du jour au lendemain, il n'y a plus de démarreurs pour les bagnoles. Bien sûr. Ça, c'est un sujet qui est aujourd'hui pas dans les prix tout le temps. On va poser une dernière question à Marcus et on fera la conclusion en quelques minutes. Marcus, du point de vue européen, la stratégie industrielle chinoise soulève quand même plusieurs questions. Comment Pékin répond aux inquiétudes de surcapacité à Bruxelles? Comment vous respectez les normes? On se pose quand même aussi beaucoup de questions là-dessus. Quelles sont les principales stratégies que vous voyez? Vraiment en quelques mots, si possible. Ça marche. Je vais être très bref. La surcapacité, la question qu'Emmanuel a soulevée, c'est l'une des questions les plus importantes. Si vous déjeunez avec Ursula von der Leyen, ce sera sa priorité. Moi, je veux dire que d'abord, le capitalisme et la surcapacité, c'est intégré dans le capitalisme. Et tout est signe de surcapacité. Côté chinois, la Chine a réalisé elle-même que c'était il y avait plus trop de subventions par les gouvernements locaux, par la création d'industries et de nouveaux secteurs. Donc ça a changé l'année dernière en décembre avec une politique de notre ministère le plus important. Et tous les gouvernements locaux peuvent utiliser des subventions pour attirer des investissements. Et ça, c'est un levier très important pour réduire les surcapacités. Merci beaucoup. Donc, clairement, on n'assiste pas à une démondialisation en tant que telle,
mais plutôt à une recomposition plus qualitative et plus stratégique des liens entre les économies. Il y a une question qui émerge de nos échanges, c'est celle de la gouvernance, qui demande du coup plus de transparence dans les chaînes de valeur, plus de traçabilité, une meilleure équité fiscale. L'État devient un stratège qui doit à la fois protéger les biens communs et financer l'innovation. La transition écologique doit revenir au cœur des questionnements, notamment avec la coopération entre le Nord et le Sud. Et donc pour conclure, je dirais qu'avant, les chaînes de valeur étaient fondées essentiellement sur des logiques de compétitivité et qu'aujourd'hui s'ajoutent des logiques de résilience, d'équité et de soutenabilité. Et on peut vous applaudir tous les 6 pour avoir participé à cette table ronde. Merci à vous d'avoir résisté à la chaleur et très bonne 25 rencontres économiques d'Aix.